Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé Le ribosome et la synthèse des protéines. Par définition, un ribosome est un organe cytoplasmique qui existerait aussi dans les mitochondries et les chloroplastes des cellules végétales. Il est présent dans toutes les cellules végétales. Il peut être libre ou attaché au réticulum endoplasmique granuleux. Quand il est libre, il est responsable de la synthèse des protéines intracellulaires. Et quand il est lié au REG, il synthétise les protéines destinées à la sécrétion. Il est composé de deux sous-unités, la grosse et la petite. Dans la cellule, 5 à 20 ribosomes associés en chapelet, on parle de polysome ou polyribosome. Voilà schématiquement les deux sous-unités, la petite et la grosse, qui s'associent pour donner un ribosome entier. Voilà une prise du microscope électronique où l'on voit très bien le chapelet en haut et le chapelet en bas en cours de synthèse des protéines. Voilà également une autre prise du microscope électronique où on voit très bien les chapelets. Donc le ribosome posséderait trois sites spécifiques, le site E, le site P et le site A. Alors, la composition chimique est portée ici dans ce tableau comparatif pour le ribosome prokaryote et le ribosome eucaryote. Pour le ribosome prokaryote 70S, nous avons la grosse sous-unité qui contiendrait deux ARN, 23S et 5S, associés à 34 protéines. La petite sous-unité, un ARN 16S, associé à 21 protéines. Par contre, le ribosome eucaryote 80S, dans la grosse sous-unité 60S, on aurait 3 ARNR de taille 28, 5,8 et 5. Et la petite unité, un seul ARNR de 18S, tous les deux associés à 100 protéines. Donc pour notre cours, on va retenir uniquement le ribosome eucaryote parce qu'on parle d'une cellule humaine. Une petite remarque. Vous avez remarqué que quand vous associez les sous-unités, ça ne donne pas le total exact. Pourquoi? Parce que les unités Svedberg ne sont pas additives et l'addition des deux sous-unités ne donnera jamais la valeur du ribosome entier. Alors, pour la biogenèse des ribosomes eucaryotes, la cellule dans le noyau commencerait toujours au niveau du nucléole par synthétiser un premier ARNR de taille 45S qui contiendrait des zones informatives et non informatives. Alors ensuite, cet ARN va être coupé en deux grands ARNR et ensuite il va subir des réactions de maturation qui vont à la fin nous donner trois ARNR, l'ARNR 18S, l'ARNR 5,8S et l'ARNR 28S. Donc l'ARN 18S va entrer dans la composition de la petite sous-unité, comme nous l'avons signalé dans le tableau, et le 5,8 et le 28S vont entrer dans la composition de la grande sous-unité, et il faudrait aussi apporter un autre ARNR de taille 5S, celui-là qui est de synthèse extranucléolaire. Donc, on voudrait bien parler du rôle physiologique. Le seul rôle physiologique connu pour les ribosomes, c'est bien sûr la synthèse des protéines. Mais avant cela, on va parler un petit peu, on va rappeler beaucoup plus la théorie fondamentale de la biologie moléculaire. C'est quoi cette théorie? On parlerait toujours d'une chaîne dans laquelle on va partir d'une molécule d'ADN qui va être transformée en une molécule d'ARN messager et cette molécule d'ARN messager serait produite en une chaîne protéique. Il existerait différentes classes d'acides nucléiques. C'est l'ARN de transfert, l'ARN ribosomal et les ARN messagers. On commencera par les ARN ribosomaux. Ils constitueraient 90% de l'ARN cellulaire et entreraient dans la composition des ribosomes. Et la synthèse des protéines se déroule au niveau des ribosomes qui ne jouent aucun rôle dans la spécificité des protéines. Les ARN messagers constitueraient à eux 1% de l'ARN cellulaire
ils expriment les informations portées par l'ADN, ils relient les ribosomes qui forment des polysomes et les ARN sont caractérisés par, premièrement, une constante S qui est variable, donc les ARN messagers ont des tailles hétérogènes. Ils ont une composition en nucléotides variable, ils ont une durée de vie très courte et ils ont la capacité de faire l'hybridation avec l'ADN homologue dénaturé. Pour les ARNT, les ARN de transfert, ils représenteraient à eux 10 à 20% dans la cellule. Ils sont caractérisés par leur petite taille homogène qui est de 4S. Ils sont associés aux acides aminés. Ils ont une forme en trèfle et ils transportent les acides aminés. Ils ont la possibilité d'avoir une double reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître l'acide aminé et reconnaître l'ARN messager par leur anticodon. Alors, pour travailler, pour la synthèse des protéines, nous savons que nous avons 4 bases d'ADN qui devraient coder pour 20 acides aminés. Or, 4 bases sont insuffisantes pour faire cela. Donc, on a pensé à créer le code génétique. Il est composé comment ce code? Il est composé de triplets que l'on appelle des codons. Le code est toujours non chevauchant, c'est-à-dire 2 codons ne peuvent pas se toucher. Le code est non ponctué, c'est-à-dire on ne peut pas arrêter la traduction. Le code est dégénéré ou redondant, c'est-à-dire on peut avoir 2 ou 3 codons qui peuvent coder pour un acide aminé. Il y a 64 codons. Parmi ces codons, 61 codons sont indicateurs, c'est-à-dire sens, et 3 sont non-sens. Et bien sûr, on sait aussi que le code est universel, il est appliqué à toutes les cellules. Voilà une représentation schématique un peu ludique du code génétique. Sa lecture commencera toujours du centre vers la périphérie. Par exemple, si on part du centre, on prend la base T. Avec la base G et la base T, on aura le codon TGT et ce TGT, il codera pour l'acide aminé cystéine. Il existe bien sûr des petites exceptions que j'ai tenu à représenter sur ce tableau. Les exceptions concerneraient 5 acides aminés. Je prendrai comme exemple le codon UGA. Dans le code universel, c'est un codon stop. Par contre, dans la mitochondrie, des mammifères et des levures et des végétaux, il est différent. Par exemple, dans la mitochondrie des mammifères, c'est un codon qui code pour l'acide aminé tryptophane, tryptophane aussi pour la levure, et dans la mitochondrie des cellules végétales, c'est aussi un codon stop. Et ainsi de suite pour les autres exceptions. Alors maintenant, comment va se dérouler la biosynthèse des protéines chez les eucaryotes? Il faut passer par ces étapes très importantes. Il faut d'abord activer les acides aminés. Il faut faire la transcription et la maturation d'un ARN-M. Il faut aussi permettre le passage des ARN-M par les pores nucléaires et ensuite passer à la traduction par les ribosomes. Alors, la première étape, l'activation des acides aminés, elle passerait par 2 phases. La première phase est une réaction biochimique. Un acide aminé a besoin d'une molécule d'ATP qui va donner un aminoacyle AMP plus 2 PI. Et pour cela, on a besoin d'une enzyme qui est l'aminoacyle ARNT synthétase. La deuxième étape, l'aminoacyle AMP que l'on a obtenu dans la première phase va s'associer avec un ARNT, bien sûr porteur d'un acide aminé, plus une molécule d'eau. Ça va me permettre d'avoir un aminoacyle ARNT plus une molécule d'AMP et la réaction est toujours catalysée par la même enzyme, l'aminoacyle ARNT synthétase. La transcription de l'information, elle va passer par 3 étapes, l'initiation, l'élongation et la terminaison. Alors, sur le schéma,
on va résumer les 3 étapes en même temps. À gauche, il va y avoir le désenroulement de la double chaîne d'ADN. Ensuite, l'enzyme va se déplacer et on va obtenir un brin matrice et un brin non matrice. Le brin matrice, c'est le brin qui va être transcrit. Donc, et va commencer la synthèse de la transcription de l'ARN messager. La transcription commencera toujours dans le sens 5', 3' pour l'ARN messager. Et je rappelle que la lecture de l'ADN commencera toujours de l'extrémité 3' vers l'extrémité 5'. Donc l'ARN polymérase commence à se déplacer tout le long du brin matrice et les bases vont commencer à être installées sur le brin d'ARN messager et c'est l'étape élongation. Une fois que l'enzyme arrive sur le codon stop, le sens veut dire que la transcription est terminée, donc l'enzyme va se détacher. L'ARN-M va aussi se détacher avec libération de l'extrémité 3' et la double molécule d'ADN va reprendre son enroulement et reprendre sa forme initiale. Une fois que notre ARN messager a été transcrit, il doit passer par une étape obligatoire chez les eucaryotes qui est la maturation. Comme vous le voyez sur le schéma, on a commencé par une chaîne informative de l'ADN. On va faire la transcription comme je l'ai expliqué juste avant. Et sur mon ARN messager, j'ai des séquences informatives et des séquences non informatives, c'est-à-dire des séquences codantes que j'appellerai des exons et des séquences non codantes que j'appellerai des introns. Les séquences codantes, c'est les seules qui auront le droit de passer du noyau vers le cytoplasme et subir la traduction. Donc, une enzyme va venir d'abord exciser les introns, c'est-à-dire couper les introns, et une autre enzyme va faire la liaison, la ligase. Donc, l'excision des introns et la réunion des exons se feront par 2 enzymes différentes, une endonucléase pour l'excision et une ligase pour la liaison des codons. Donc, une fois que mon ARN messager a été libéré des introns, il ne serait composé maintenant que d'exons, et c'est un ARN messager qui est mature et qui peut passer à ce moment-là, bien sûr, à travers les pores de la membrane nucléaire. Il va migrer du nucléoplasme vers le cytoplasme. Donc, une fois que mon ARN messager est passé dans le cytoplasme, va commencer la 3e étape de la synthèse, qui est la traduction, et c'est une étape purement cytoplasmique. Cette étape va passer par 3 étapes successives: l'initiation, l'élongation et la terminaison. Donc, la phase d'initiation nécessite bien sûr l'arrivée d'un ARNT portant le premier acide aminé qui est la méthionine, et cet ARNT va se positionner sur la petite sous-unité et le premier codon de l'ARN messager qui est le codon initiateur AUG. Il va bien sûr se placer sur le site P. Le site A est toujours libre. Une fois que la petite sous-unité et l'ARNT portant la méthionine est placée sur le codon AUG, va commencer l'étape d'initiation et la traduction commencera toujours, ou bien la lecture commencera toujours de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Sur le schéma, c'est de gauche vers la droite. Donc, une fois que le premier codon a été installé sur l'anticodon est installé sur le codon AUG, va arriver la grande sous-unité et le premier facteur d'initiation qui va se dissocier. Donc, une fois que la grosse sous-unité est placée sur le complexe, on obtient un complexe d'initiation formé par la grande sous-unité, la petite sous-unité,
l'ARNT porteur de l'acide aminé méthionine et l'ARN messager. Donc, une fois que nous avons formé ce complexe d'initiation, le deuxième ARNT porteur du deuxième acide aminé va venir se placer sur le site A. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une concordance entre l'anticodon de l'ARNT et le codon de l'ARN messager. Donc, une fois que le deuxième ARNT est placé sur le site A, il va y avoir un déplacement du complexe et libération du premier ARNT et établissement de la liaison peptidique entre le premier acide aminé et le deuxième acide aminé. Ainsi se termine la première phase d'initiation et commencerait la phase d'élongation. Donc, dans la phase d'élongation, c'est le travail qui va se refaire selon le nombre de codons et on va assister au déplacement, l'arrivée des ARNT sur le site A, le site P, etc. Et on assiste à l'élongation de la chaîne peptidique. Alors, je rappelle que dans la phase d'initiation, nous avons besoin de l'intervention de facteurs d'initiation que l'on va appeler des facteurs IF, en anglais Initiation Factors. Par contre, dans la phase d'élongation, on fait appel à des facteurs d'élongation que l'on appelle les facteurs d'élongation en anglais EF, c'est-à-dire Elongation Factors. Une fois que le dernier ARNT arrive sur, le ribosome arrive sur le codon stop, le message est terminé la traduction. Donc, ce qui va se passer, l'ARNT va se détacher, la chaîne peptidique va être libérée et il y a un facteur de liaison, un facteur de relargage qui va se positionner sur le site A pour le bloquer, pour dire qu'il n'y aura plus d'arrivée d'ARNT porteur d'un autre acide aminé. Donc, ma chaîne sera libérée dans le cytoplasme. Le dernier ARNT va se libérer. Le facteur de relargage va se détacher. Et les deux sous-unités ribosomales se détachent. Et l'ARN messager va être libéré et il peut servir à d'autres traductions. Donc, voilà ainsi se termine la dernière étape de la synthèse des protéines. Alors, je rappelle que la synthèse des protéines que nous avons suivie dans ce cours, elle a été réalisée par des ribosomes libres et je rappelle que la protéine synthétisée par les ribosomes libres est destinée à être utilisée par la cellule pour son usage personnel, c'est-à-dire les protéines intracellulaires. Je vous remercie de votre attention et le prochain cours concernera le système endomembranaire. Merci de votre attention.